consommation, c'est déjà trop complexe, un trouble de santé mentale, mais quand on met les deux ensemble, là, ça se multiplie entre eux, la complexité. 100%, on dirait que c'est comme un gros brouillon, là. Puis là, on va essayer de démêler tout ça. Exactement. De démêler tout ça. Certaines substances, en fait, là, que l'idéal, c'est vraiment de ne pas y toucher du tout. Puis je t'explique pourquoi, en fait, là, c'est vraiment parce que c'est des substances qui vont être comme dans comment la dépendance à ces substances-là vont fonctionner, qui mettent beaucoup plus à risque les gens pour des surdoses. On parle, par exemple, du fentanyl. Le fentanyl, en fait, là, ce qui est particulier de cette drogue-là, c'est que, puis je donne cet exemple-là, là, puis c'est même pas moi, même pas, le crédit vient pas de moi, c'est mon spécialiste clinique là, qui m'en a parlé. Une substance, là, pas une substance normale, mais par exemple, on parle juste en termes de sérotonine, c'est-à-dire l'hormone du bien-être, là, du bonheur en quelque sorte. La sérotonine ou la dopamine, je ne sais plus trop, c'est pas tant important dans ce qu'on parle. Par exemple, que tu prends là, un repas là, parfait, en excellente compagnie, genre vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment être à ton pic du bonheur, l'augmentation concrète que ça va faire, on parle de 15%. 15% de tes hormones vont augmenter. Mais tu prends une fois du fentanyl, ça fait une augmentation de 300%. C'est quelque chose qui, ça fait en sorte que ta relation avec tout ce qui peut augmenter ton bonheur après est complètement déconnectée, là, ça marche plus. Parce que tu as eu un 300%, puis comme tu as nommé, si tu fais le meilleur repas, tout ce que tu peux faire, tu peux même pas te rendre à un 100%. Que tu prends un 300, c'est fou, hein? 300 divisé en 15, je sais pas ça fait combien, mais je sais que ça a beaucoup de différence. Oui, puis aussi, un des risques, par exemple, des substances, puis là je nomme le fentanyl parce qu'on est comme dans la crise des opioïdes, mais il y a d'autres substances aussi que ça fait ça, là. C'est la tolérance. Le concept de tolérance, je vais le résumer très rapidement, là, c'est que le corps n'aime pas ça, consommer une substance. Il n'aime pas ça, donc ce qu'il fait, c'est que ce que la substance a comme effet, le corps va contrebalancer en faisant l'inverse. Par exemple, que la substance est un stimulant, le corps il va ralentir pour créer un équilibre. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de consommer plus à un moment pour avoir les mêmes effets. Parce que ton corps, il combat ces effets-là constamment. Souvent, on va dire, qu'il s'habitue, dans le langage commun, on va dire. Moi, j'ai un exemple, souvent les personnes, c'est ça qu'ils vont nommer, quand ils vont commencer à consommer de l'alcool, ils vont dire au début, je buvais une consommation et je sentais l'effet sur moi. Et je sais pas, après maintenant, c'est 3 consommations et je sens l'effet. Exact, c'est ça, on s'habitue. Mais, puis dans les sevrages, c'est ça qui arrive dans les sevrages, c'est qu'on enlève la substance. Donc, ce que le corps fait pour contrebalancer, ça devient trop. Donc, le sevrage, ça va souvent être les effets inverses de la substance qu'on consommait. Mais dans le cas des grosses drogues comme le fentanyl, par exemple, ou l'héroïne, en fait, le truc, c'est que la tolérance se fait très, 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 très rapidement. Donc, on a besoin d'en consommer plus. Sauf que le sevrage, par exemple, la personne va être hospitalisée. Le sevrage se fait très rapidement aussi. Ça veut dire qu'on perd notre tolérance super rapidement. Et là, la personne, elle, par exemple, est hospitalisée avec un sevrage forcé de, mettons, une journée ou plus. Elle recommence à consommer, mais elle va consommer autant qu'avant le sevrage. Mais ce autant-là, oui, il était possible avant parce qu'il y avait une tolérance, mais la personne a perdu sa tolérance. Donc là, c'est trop. Et là, ça se passe sur la surdose souvent. Puis des fois, ça devient aussi un cercle vicieux. Ça devient un cercle vicieux. Oui, tu sais, la personne consomme trop, elle se fait hospitaliser pour ça, etc. Donc, c'est des mécanismes qui sont forts, puis c'est pour ça que, dans une perspective de réduction des méfaits, on va donner des trucs pour consommer de manière adéquate les grosses substances qui sont plus dangereuses pour ces raisons-là. Mais l'idéal, c'est de ne pas y toucher, mais on sait très bien que c'est pas toujours réaliste. Puis on accompagne au mieux quand même ces gens-là. Oui, exactement. Puis, tantôt tu parlais aussi qu'il y avait un lien entre la santé mentale et la consommation. Puis, qu'est-ce qui peut être difficile avec le trouble de l'usage de consommation de substances? En fait, il peut y avoir la multicomorbidité. C'est ça.
Puis si je définis qu'est-ce que ça veut dire, en fait, c'est quand qu'il va y avoir plus de 2 troubles à la fois. Par exemple, une personne qui a un trouble de personnalité limite, qui a le VIH et qui a aussi un trouble de l'usage d'une substance X. Donc ça, on peut, en tant que tel, comme additionner les troubles, puis ça augmente la difficulté à soit contrôler son trouble de santé mentale ou à contrôler son trouble de l'usage, parce qu'il va y avoir des interactions des 2 côtés. Entre les 3, en fait. Oui, c'est ça, entre les 3. Ben oui. Puis il y a aussi le concept de charge morbide, je pense que tu voulais nous parler. Oui, exactement. Oui. Ben, c'est ça, la charge morbide, en fait, ça va être l'impact de l'accumulation de ces troubles-là sur l'individu. Donc, comme je disais, quand tu additionnes plus que de troubles, puis plus que certains troubles peuvent avoir aussi une sévérité, plus que ça va être difficile pour l'individu de, je ne veux pas dire de s'en sortir, là, je trouve un meilleur mot, mais d'aller mieux. D'aller mieux. Mais oui, parce que c'est déjà dur d'avoir un trouble de santé mentale, c'est déjà dur d'avoir un trouble d'usage de substances, mais avoir les 2 en même temps, c'est comme si tu additionnais, puis tu multipliais même des fois la difficulté associée à chacun des 2. En fait, d'ailleurs, là, je voulais expliquer aux gens, parce que tu as parlé de la multicomorbidité, mais tout d'abord, il faut parler en fait de c'est quoi un trouble concomitant. Parce que, mettons, quand on parle de trouble de santé mentale, on va parler de comorbidité. Ça veut dire qu'on va avoir plus qu'un trouble de santé mentale. Mais quand on parle de trouble de santé mentale et de trouble d'usage de substances, donc des problèmes au niveau de la consommation diagnostiquée, ça va être un trouble concomitant. Puis ça, c'est, comme je disais, c'est quand on a un problème de dépendance et de santé mentale à la fois. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a des associations qui sont plus fréquemment entre les 2. Par exemple, certaines substances chez certains troubles de santé mentale. Donc, moi, j'en parle parce que si vous savez que vous êtes atteint d'un trouble de santé mentale, c'est peut-être une substance qui a davantage surveillée. Mais je trouve ça pertinent qu'on nomme parce que c'est pas une éducation qu'on a. Même à l'école, ben, premièrement, on va parler un peu consommation d'alcool, cannabis, les effets. On va pas aller en lien avec les effets de la santé mentale et de savoir que si j'ai un trouble de santé mentale ou que je ne suis pas nécessairement diagnostiquée, mais je vois que j'ai peut-être plus une difficulté à contrôler certaines choses, mais de savoir que cette consommation-là, c'est à surveiller. Absolument. Puis écoute, on a plusieurs exemples. Tout d'abord, l'alcoolisme va être très fréquent chez les personnes avec un trouble anxieux parce que bien souvent, on va utiliser l'alcool qui est un dépresseur, très normalisé en société, pour gérer son anxiété. Donc ça, c'est très fréquent. Il y a aussi l'association entre la dépendance au cannabis et la schizophrénie. Tu sais, le cannabis, ça détend, tout ça, ça en calme. Donc tout ce qui est des symptômes positifs de la schizophrénie, ça va vraiment comme donner une sensation de contrôler, de se calmer là-dedans. Si je peux ajouter avec ça, tu vas pouvoir sûrement l'expliquer mieux que moi, mais en fait, les personnes qui n'ont pas développé la schizophrénie, mais génétiquement, ils ont des prédispositions, consommer des substances comme le cannabis, ça peut accélérer j'ai la misère à bien dire. Oui, ben ça peut être un déclencheur. Déclencheur, exactement. On va en parler un petit peu plus tard. Je veux bien. Puis je te comprends, c'est vraiment des sujets qui... je considère que la consommation, c'est encore plus tabou que la santé mentale. Oui. Puis la prévention est vraiment importante à faire là-dessus. Donc là, c'est pour ça que, d'ailleurs, cet épisode-là, parce qu'on veut faire une prévention qui est spécifique aux gens qui ont des troubles de santé mentale. Donc là, pour continuer dans mes exemples, les gens avec un trouble de personnalité limite vont avoir une propension à la dépendance à l'héroïne. L'héroïne que je nommais tantôt comme une drogue quand même assez dangereuse dans sa nature. Donc, puis aussi, tu sais, même affaire, par exemple, à l'alcool, si on s'en consomme plus, on en achète plus de manière légale, on sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Cannabis, de plus en plus, mais pas à 100%, je le sais bien. Mais l'héroïne, tu peux pas aller dans une SHDC, SQDH par exemple. Donc voilà, ça aussi c'est à faire attention. Les troubles bipolaires et de jeu compulsif,
Donc, il y a beaucoup d'associations là, à faire attention. Là, je finissais en parlant de jeux compulsifs. On n'en parlera pas aujourd'hui des dépendances comportementales. Ça va être sans doute un autre épisode, là, éventuellement. Peut-être, on se croise les doigts. Mais il y a beaucoup de stock à parler aussi sur le jeu compulsif. Oui, il faut le dire. Puis je commençais l'épisode en disant qu'une personne sur deux qui est traitée pour une dépendance a aussi un trouble d'usage de substances. Mais à l'inverse, là, il y a une personne sur 5 environ qui s'adresse à des services en santé mentale qui a un problème de consommation. Donc, tu sais, dans les deux sens, là, c'est une association qui est vraiment, vraiment fréquente. Ouais. Vraiment fréquente. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Oui. Est-ce qu'on serait rendu à la différente. Mais l'image de l'escalier, on n'en a pas parlé? Ouais, là, je sais que ça t'intéresse. Oui. Hein? Ben, 100%, puis on le sait depuis le début, je dis j'aime les images. Puis là, Sandrine, explique-nous l'image. Moi, je fonctionne tellement par image dans la vie, là, ouais. En plus, tu le sais, là. 100%. Les deux, on est là-dessus. Ouais. Ben, l'image de l'escalier, je l'ai trouvée pendant que j'étais en rencontre. Ça m'est venu un peu de nulle part, mais je la trouve très, très intéressante pour parler de la consommation. Parce que, comme je disais, il y a une différence entre consommer et avoir un trouble de consommation, là, c'est sûr. Vous voyez la consommation un peu comme descendre un escalier. Descendre un escalier, c'est pas grave. Mais il faut savoir que comme les marches que tu descends, il faut éventuellement que tu les remontes. Fait que ça se peut que ta consommation, ça va juste de descendre de 1 ou 2 marches. Tu sais, oui, ça va avoir un impact sur ta santé. On l'a vu là, avec les nouvelles recommandations pour l'alcool. Juste une consommation d'alcool par semaine a un risque sur la santé. Oui, puis avant, c'est pas ça qu'on disait. Avant, c'était quoi pour les personnes de sexe masculin nés avec le sexe masculin, c'était quoi, 4? 5, je pense. Ouais. Pour les femmes, c'était genre 2. En tout cas, oui, par jour. Par jour, c'est ça. Puis pas tous les jours, ça disait. Ouais. Ben oui, c'est ça, les recommandations ont changé. Mais pour revenir à l'image de l'escalier, bon, c'est ça, c'est descendre un escalier d'un nombre X de marches. Avoir un problème de dépendance, c'est comme si l'escalier, tu le descends en continu, tu comprends? Puis, non seulement tu le descends en continu, mais tu es toujours à rester déboulé. Puis il y a des gens qui ont déboulé, là, c'est d'arriver dans ce qu'on appelle le bas fond, atteindre le bas fond. Puis il y en a des gens qui vont être comme, hey, une chance j'ai déboulé parce que sinon j'aurais continué à descendre l'escalier sans jamais prendre en compte que j'allais devoir le remonter. Mais à l'inverse, il y a aussi des gens qui c'est débouler, c'est de ne pas être capable de se relever. C'est pour ça que j'utilise cette image-là. Parce que tu ne sais pas en fait si toi, juste descendre de, mettons, quelques marches, ça va t'amener à débouler ou à continuer. Tu le sais pas encore. Ouais. Puis c'est ça, c'est à la limite, là, des fois, là, la consommation, quand on a des prédispositions génétiques, puis quand on tient compte de la loi de l'effet, puis que la loi de l'effet ne nous avantage pas dans ce qu'on consomme, qui on est, puis notre contexte, c'est presque à la limite une roulette russe des fois. Tu sais pas si c'est toi qui vas rester ou si c'est quelqu'un que tu connais qui consomme. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont dire j'avais besoin de descendre au plus bas pour pouvoir remonter, puis il y a certaines personnes que et ça ne le font pas. Non. Fait que c'est pour ça que des fois, il ne faut pas non plus se dire quand je vais être au plus bas, ça va aller mieux. Peut-être, oui, mais peut-être pas non plus. Je pense que c'est important de normaliser cet aspect-là parce que certaines personnes, c'est ça qu'ils vont nommer. Quand je vais être trop tannée, je vais le faire. Ou les gens, en fait, c'est parce que les gens, ça s'inscrit dans une vision de l'identité, puis l'image de soi qu'on a. C'est notre relation avec les substances. Puis c'est normal, c'est dur, c'est confrontant de s'admettre qu'on a un problème de consommation. Parce qu'on se voit comme ça, je ne consomme pas. Souvent, ce qu'on va dire, c'est je consomme par habitude, je consomme de manière sociale, ou sinon j'ai un problème, j'ai une dépendance. Puis bien souvent, là, tu veux juste être dans lui du milieu, tu sais. Parce que la société a encore de la difficulté avec les gens qui ne consomment pas du tout. Puis, il y a beaucoup de stigmatisation associée au fait d'avoir un problème de consommation. Oui, c'est ça. La plupart du monde veulent être dans l'entre-deux, mais, comme on disait tantôt, il y a certaines personnes que pour eux, c'est complètement d'arrêter, c'est ça qui va fonctionner pour eux. Donc, de toujours se faire dire, si tu vas à une soirée, tu vas un souper, relax, le nombre de fois qu'on entend ça, tu vas juste un souper, là. Puis les personnes, c'est du vin ou c'est de l'alcool, puis
le monde va juste dire non, moi je vais boire, je sais pas, mon petit 7-Up. Ben là, c'est bien poche, t'es bien poche. Ben oui, pourquoi? C'est ça, c'est exact. Il y a comme une pression sur les gens, puis la phrase, elle vient pas de moi, là. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a dit qu'on lui avait dit ça. Donc ça part de loin, mais la personne qui lui a dit était quand même assez crédible, là, de ce que j'ai compris, là, mais tu peux passer de consommateur social à consommateur à problème, mais tu peux pas passer de consommateur à problème à consommateur social. Puis les gens qui sont capables de diminuer leur consommation en règle générale, c'est les gens qui n'ont pas tant de problèmes associés à la consommation, mais qui veulent faire mieux. Ouais. C'est pas des gens qui savent encore que ça nuit à leur relation autour d'eux. C'est pas des gens qui ça nuit à leur travail tant que ça. C'est pas des gens qui ont eu des problèmes judiciaires. C'est des gens qui n'ont même pas de problème à leur travail. C'est comme, hey, je trouve que je consomme beaucoup. Je veux consommer moins. Ouais. Ou les problèmes qu'ils vont avoir eu vont pas avoir une grosse impact. Ils vont pas être comme quand tu parles de l'escalier, ils vont pas être rendus complètement en bas, puis être capables de se gagner. Exactement. Tu sais, des fois, comme je disais, on reprend l'image d'escalier, c'est des gens qui ont descendu 4 marches, puis qui aimeraient en avoir descendu juste 2, par exemple. Ça va être possible, mais si tu déboules, as-tu vraiment envie de rester dans cet escalier-là? Non, l'escalier reste trop risqué pour ça. Mais on revient à la consommation et les troubles de santé mentale. Si on a décidé de parler de ce sujet-là, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions entre les deux. Pourquoi c'est compliqué? Ben, il y a différentes interactions. Tout d'abord, ben, la consommation va venir aggraver certains troubles de santé mentale. En fait, ça va aggraver les troubles de santé mentale, puis ça va rendre, on parle des troubles, mais la santé mentale, elle va être impactée aussi. Donc, ça peut aussi soit mimer ou masquer les symptômes d'un trouble de santé mentale. Donc, les personnes ne vont pas se rendre compte, ou même les spécialistes, les médecins et tout, ils peuvent avoir de la difficulté. Puis, moi, à mon stage, je le vois souvent, si le trouble de santé mentale prend trop de place, puis qu'ils ne sont pas capables de diagnostiquer une personne, ils vont essayer en premier de diminuer le trouble de l'usage de l'alcool, l'usage de la consommation de substances, exactement. Ah oui, vraiment. Il y a aussi que beaucoup de gens vont consommer comme automédication. Tu sais, comme je le nommais plus tôt, ben, beaucoup de consommer des dépresseurs quand on a, par exemple, de l'anxiété. Ce qui va aider dans ce cas-là, c'est justement, sans nécessairement être un trouble anxieux, mais juste l'anxiété en général, ça va être d'outiller la personne pour faire face à son anxiété sans que ce soit via un dépresseur. Puis, oui. Ensuite, puis pourquoi? Ben, c'est à risque l'automédication. C'est parce que ça va empêcher ou nuire au bon traitement. Tu sais, l'alcool, ben, ça diminue beaucoup là, les impacts positifs des antidépresseurs, par exemple. Donc, puis, tu sais, ça va dénuire parce que, justement, une personne qui va consommer, parce que la consommation va donner l'illusion que ça l'aide, elle n'ira pas chercher l'aide qu'elle a besoin. 100%. Sinon, il y a aussi l'oubli de médication quand les personnes sont intoxiquées. Puis, il y a certaines médications que tu dois vraiment prendre à chaque jour pour avoir un effet le plus positif sur toi. Donc, quand tu es intoxiqué, souvent, tu t'en souviendras plus. Ou on peut dire aussi les personnes qui sont intoxiquées puis qui vont vomir. Et en fait, le médicament va partir. Il ne va pas être dans ton corps. Donc ça, des fois, on ne le réalise pas, même si on l'a pris, mais il ne va plus faire effet. Ou il va faire moins effet. Exactement. Oui, donc c'est à faire attention pour ça. Puis là, plus d'oubli de médication, pas juste de médication santé mentale, mais en général, tu peux s'oublier, donc tu es plus à risque aussi dans ta santé physique. Aussi, une des associations qui arrive souvent, c'est que si l'un des problèmes réapparaît, il peut faire ressurgir l'autre problème. Ça veut dire, par exemple, là, que quelqu'un, par exemple, là, avec un trouble bipolaire, par exemple, qui sait que quand il est dans des phases dépressives, va plus consommer l'alcool, justement, quand il va être dans des phases dépressives, ça va réactiver ou ça va augmenter ce problème-là. Donc, c'est vraiment dur de travailler sur les deux parce que dans les deux, tu peux avoir des up and down. Là. Dans les deux, tu peux avoir des changements.
Puis les changements de l'un peuvent provoquer des changements dans l'autre. Ouais, 100%. Ouais. Il y a aussi le fait que les effets pharmacologiques des substances peuvent limiter les symptômes d'un trouble de santé mentale, comme on parlait un petit peu plus tôt, ce qui complique beaucoup les diagnostics adéquats. Là, on va donc parler de psychose toxique. Est-ce que tu sais, Laetitia, c'est quoi une psychose toxique? Psychose toxique, ça va être que la personne va faire une psychose parce qu'elle va avoir consommé une substance. C'est ça, exact. Si elle n'avait pas consommé la substance, Elle n'aurait pas fait les risques de psychose. Exactement. Exact. Ben, merci beaucoup. Puis, premier mythe que je veux rectifier par rapport à ça, les gens ont souvent en tête que les psychoses toxiques, ça va être avec du cannabis ou en fait n'importe quoi sur lequel ils peuvent faire là, des bad trips, là, souvent. L'alcool crée beaucoup de psychoses toxiques. Ouais. Puis c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler. On n'en entend pas souvent parler. Donc, c'est ça. Mais un autre risque aussi, là, c'est que 40% des gens vont passer d'une psychose induite à un trouble primaire. Je spécifie en langage plus accessible. Si tu fais une psychose toxique, que justement tu fais un bad trip ou justement ta consommation d'alcool t'amène à avoir une psychose toxique, puis ça réarrive ou quoi que ce soit, tu as 40% de chances que ça se transforme en trouble psychotique. Je pense qu'il faut savoir que ce risque-là existe et qui est quand même fort là, quand tu décides de consommer. Parce que nous, notre but, c'est pas d'empêcher complètement les gens de consommer, c'est pas réaliste, mais c'est que les gens qui le fassent, qui ont une pétition, soient informés à le faire, que ça soit une décision qui est libre et éclairée. Puis qu'est-ce qui peut être parfois difficile, c'est que certaines personnes ne vont pas savoir qu'ils ont cette prédisposition-là. Ben oui, on sait comme trop tard des fois. On sait trop tard, puis c'est pour ça en fait que comme quand on rencontre quelqu'un qui a un trouble d'usage de substance, qui a un problème de consommation à ma job, ben, les questions qu'on va lui poser dans les tout débuts, c'est quoi dans ta famille les troubles qui a eu autant de santé mentale que de consommation. On veut explorer ça. Super important. Puis c'est quoi les diagnostics aussi de santé mentale qu'il y a eu. Donc voilà. Il y a d'autres aussi interactions qu'il peut y avoir entre les troubles de santé mentale et de substances. Est-ce que tu veux m'en parler, s'il te plaît, Laetitia? Oui. Donc oui, il peut y avoir d'autres types d'interactions. Puis là, je vais en parler de 5. Dans le fond, il va y avoir créé, déclenché, exacerbé, imité et masqué. On en a beaucoup, mais c'est simple. Ben simple. On va l'expliquer simplement. Donc, j'y vais. Pour créer, dans le fond, l'alcool peut créer une dépression. Oui, ça, on n'en parle pas assez, hein? Ouais. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va souvent aborder, mais qu'est-ce qui est important aussi à nommer, c'est qu'un sevrage de stimulants peut aussi créer une dépression. C'est pour ça que quand les personnes vont faire un sevrage, il est fortement suggéré de le faire avec un professionnel de la santé. Ouais. D'être accompagné, par exemple, aller à l'urgence. Appelez le CLAB, appelez le 811, c'est peu importe, là. Appelez un professionnel de la santé pour qu'il vous accompagne. Des fois, un intervenant va rentrer là-dedans, mais l'aspect médical du sevrage est super important, puis un intervenant ne peut pas porter ça tout seul. Non. Ben oui. Puis tu sais, l'alcool peut créer une dépression, puis on rappelle que si tu as déjà fait une dépression dans ta vie, ça augmente tes chances de t'en faire une. Ouais. Donc si tu as déjà fait une dépression dans ta vie, fais attention à ta consommation d'alcool pendant ta dépression, mais après aussi, tu sais. Ouais. En fait, au niveau de déclencher, c'est un petit peu comme j'avais parlé tantôt, mais en fait, l'usage d'une substance peut déclencher une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Donc, les personnes qui sont prédisposées à avoir ces troubles-là, c'est pour ça aussi que tu nommais tantôt, on va prendre le temps de s'informer des diagnostics qu'il y a eu dans la famille. Absolument, oui. Je le sais très bien, c'est pas toujours facile parce que souvent la santé mentale, c'est un tabou familial assez fort. Tu sais, cet oncle-là, par exemple, à qui personne parle, bien souvent, c'est parce qu'il y avait un trouble de santé mentale ou de consommation, ou même des fois, tu sais, au niveau de la criminalité. Donc, je le sais que c'est tabou, mais cette discussion-là est importante à avoir si vous pouvez vous permettre de l'avoir en famille. Puis pour les parents qui nous écoutent, c'est pour cette raison-là aussi que c'est important de viser ce tabou-là auprès de vos enfants et de le faire de manière adéquate, à l'âge qui est adéquat, par exemple, mais à un moment donné, il faut en parler. On a aussi exacerbé le risque suicidaire. Puis ça,
on peut revenir un peu plus tard là-dessus. Mais quand on évalue le risque suicidaire, on va s'informer est-ce que la personne consomme des drogues ou de l'alcool. Puis quand la personne consomme régulièrement ou est en consommation, le risque suicidaire va augmenter. C'est ça, exactement. Ensuite, on a pour imiter, les amphétamines imitent des délires paranoïdes. Je ne sais pas si tu veux un petit peu plus aborder ça parce que c'est plus dans ton champ d'expertise. Ouais, ben c'est ça, dans le sens que justement, ben, un peu, c'est que justement les effets psychotiques ou paranoïdes peuvent être ressentis quand tu consommes une substance. Ça ne veut pas dire que tu as un trouble, ça veut pas dire, c'est pas comme nécessairement une psychose induite. La différence en fait, c'est que justement, à l'aspect paranoïde, ça nous arrive, ça peut arriver par exemple, on consomme de quoi, là ça nous rend comme plus paranoïde, plus hyper vigilant. Puis c'est pas parce qu'il y a un trouble qui a été créé, c'est parce que dans les effets de la substance, il y a ça. Ouais. C'est là que des fois, on peut voir, comme tu viens de dire, Sandrine, la différence aussi, comme je disais tantôt, avec le déclenché et imité. Fait que c'est quand même une ligne mince. C'est ça, c'est une ligne mince. Puis le dernier, on a masqué. Oui. Puis, par exemple, la cocaïne peut masquer le TDAH. C'est ça, exactement. Ouais, puis tu sais, on parle souvent comme justement d'automédication. Ouais. Des stimulants, là, autant comme le pot puis les dépresseurs peuvent être utilisés pour se calmer, mais les stimulants vont souvent être utilisés. Je le remarque là. La coke, les médicaments pour le TDA qui sont non prescrits vont être utilisés pour être plus productifs. Ouais. C'est la drogue de la productivité. Ça arrive souvent en fait quand on parlait de comment ça s'inscrit dans l'identité d'une personne, qu'une personne qui va consommer de la coke, elle va être habituée d'avoir de la productivité associée à sa consommation dans les débuts. Hein. Parce qu'à long terme, comme je disais, il y a une tolérance. Ouais. Puis quand il y a une... Donc à long terme, c'est ça, il y a une tolérance. Mais dans les débuts, on se sent plus productif, on se sent plus alerte, on a l'impression qu'on a moins besoin de dormir, qu'on peut en faire plus, qu'on a moins besoin de se nourrir, parce que c'est un coup de faim, par exemple. Donc là, on se sent tellement fier de ce qu'on peut accomplir, puis souvent, quand on se met beaucoup de pression sur nous de productivité, ben, c'est des drogues dans lesquelles c'est facile de tomber à cause de ça, puis de se maintenir dans la consommation. Et donc, quand on les arrête, on a l'impression qu'on est moins bon que ce qu'on a été grâce à ça. Ouais. C'est difficile, puis c'est pour ça qu'il faut comme beaucoup travailler genre, avec la personne, ses croyances envers elle-même. 100%, je partais pour dire, c'est ça, les croyances, ils impactent aussi, puis on est aussi dans un environnement de surproductivité. Donc, l'environnement dans lequel on est amène de la productivité aussi. Donc, c'est une croyance qu'on doit déconstruire, mais c'est encore plus difficile de la déconstruire quand l'environnement dans lequel tu es a cette même croyance. Absolument, exact. Puis là, ben, je vais revenir un peu plus tôt, tu sais, quand tu parlais justement de l'alcool et du risque suicidaire. L'alcool est extrêmement dangereux spécifiquement pour le risque suicidaire. En fait, parce qu'il y a le concept de ce qu'on appelle l'alcool myopia, donc la myopie associée à l'alcool, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ben, ça va réduire la peur et l'inhibition, donc ça augmente le passage à l'acte suicidaire. Ensuite, ça va altérer le jugement et la capacité à prendre des décisions. Donc, ça fait en sorte que, par exemple, les raisons qui font en sorte qu'on ne passe pas à l'acte, on ne les verra plus nécessairement. Ouais. Ensuite, ça va augmenter l'impulsivité et l'agressivité. Et finalement, ça va modifier l'état d'esprit. Comme je disais, l'alcool est un dépresseur. Ça va donc nous créer un filtre où on ne verra pas les solutions, on ne verra pas l'espoir, on va être plus impulsif, puis on va voir plus en noir, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est à faire super attention. Quand on est dans une phase qu'on sait qu'on peut avoir des idées noires, des idées suicidaires, au possible, tenter d'éviter l'alcool. Et si c'est pas possible tout seul, demander de l'aide pour le faire. Vraiment. Vraiment, vraiment important. Oui, c'est quelque chose qui est, je pense qu'on doit nommer, qu'on doit continuer à nommer parce qu'on le voit beaucoup dans la société, dans nos suivis aussi. Puis, avec les risques suicidaires, l'alcool, c'est pas à prendre à la légère. Non. Vraiment. Non, l'alcool, c'est pas parce que la substance est normalisée qu'elle est moins risquée. Wow! Tu sais,
cette phrase veut tout dire. Il y a des cultures où l'alcool n'est pas du tout normalisé, mais que ça va être, par exemple, des psychotropes qui vont être, ou que ça va être le cannabis, peu importe. Dans le sens que, tu sais, on a vraiment un biais culturel quand vient le temps de regarder notre consommation. Moi, j'aimerais ça qu'on aborde, avant d'aller dans nos conseils plus concrets, comme on aime bien le faire, quelques pistes de réflexion qu'on peut avoir quand, pour ceux qui nous écoutent, qui savent qu'ils ont eu des problèmes de santé mentale ou qui en ont actuellement, puis qui veulent savoir à quoi ils peuvent réfléchir en lien avec leur consommation. Moi, j'aurais 3 questions pour vous, en fait. Tout d'abord, quelle place ça occupe la consommation dans votre vie? Est-ce que c'est pour automédicamenter quelque chose? Est-ce que c'est pour vous détendre? Tu sais, c'est quoi la place que ça occupe? Donc, voilà. Ensuite, est-ce que vous associez les conséquences négatives à vos habitudes de consommation? Donc, est-ce que vous arrivez à faire le lien entre ce qui vous arrive et votre consommation, par exemple? Et finalement, quels sont les liens et les effets que vous observez dans votre santé mentale et votre consommation? Donc, j'inviterai les gens à réfléchir un peu plus par rapport à tout ça. Comme d'habitude, on peut mettre aussi dans la description si les gens ils veulent l'aider. Ouais, puis prendre le temps de réfléchir. Ouais, de réfléchir sur ces questions. Puis notre petite partie conseil pour avoir une consommation plus saine. Donc, tu sais, là, je veux préciser, ces conseils-là ne remplacent pas un suivi avec... D'ailleurs, les conseils, c'est d'avoir un suivi. C'est ça, exactement. Donc, de se fixer des limites claires. Donc, essayer de définir c'est quoi la quantité ou la fréquence de consommation pour que ça soit raisonnable pour soi. Oui. Donc, ça, je pense que c'est de ne pas non plus se fier aux autres. Parce qu'on peut... Tu sais, si je donne l'exemple encore avec l'alcool, que comme tu as dit tantôt, est très normalisé, peut-être que pour ton partenaire, il y a une plus grande tolérance que toi. Donc, de ne pas avoir les mêmes limites, c'est correct et c'est normal. Chaque personne est différente aussi. Puis, si je fais référence, moi, j'ai une de mes amies là, qui est asiatique. Puis, les personnes asiatiques, dans leur sang, ils tolèrent moins l'alcool. Donc, une consommation d'alcool, là, je ne sais pas scientifiquement, mais équivaut environ à comme 3 consommations d'alcool pour une autre personne. C'est ça. Donc, ça, c'est très, très, très important de suivre à ça. Ensuite, on a, comme tu as dit, chercher de l'aide d'un professionnel. Si tu sens là, que c'est ça la consommation, tu as une perte de contrôle, ça a des impacts sur ta vie, comme on a nommé tantôt, mais c'est vraiment important d'en parler, puis d'aller chercher de l'aide avec un professionnel pour le trouble de l'usage de la consommation. Et ça peut aussi être que c'est pas nécessairement, comme tu disais tantôt, tu n'es pas rendu au bas de l'échelle, mais tu vois que ta consommation commence à t'inquiéter, à te poser des questions. Tu peux aussi aller chercher de l'aide. C'est ça. Tu n'es pas obligé d'être dans les bas-fonds pour le demander. Puis au pire, tu ne vas pas nécessairement dans un centre de réadaptation à dépendance, mais il y a des programmes alternatifs qui existent, il y a des gens qui sont formés, mais comme à d'autres niveaux pour t'aider. Ça existe vraiment. Puis, un autre mythe que j'ai enlevé, c'est que les gens pensent que recevoir de l'aide pour leur consommation, c'est nécessairement genre une cure fermée de comme 1 mois ou 2 à l'extérieur. Non. Dans ce qui existe, des services externes. Moi, ce que je fais, c'est des services externes, par exemple. Puis donc, c'est pas obligé là, d'être, par exemple, c'est pas non plus les alcooliques anonymes. Ils n'ont pas le monopole à ce niveau-là. Alcooliques anonymes, c'est quelque chose d'alternatif là-dedans. Donc, il y a autant de manières de recevoir de l'aide qu'il y a des gens qui ont besoin d'être aidés, puis c'est correct aussi. Sinon, puis c'est ça que je voulais nommer. Si jamais vous posez cette question-là, bien, toujours le 811 option 2. C'est ça. Parlez-en. Demandez-les. Vous êtes bien mieux de vous renseigner, ça vous engage à rien. Ça vous permet que comme vous allez pouvoir prendre des décisions éclairées quand on va venir demander de l'aide. 100%. Ensuite, de s'engager dans des activités qui nous font du bien. Puis tu sais, ça, en général, pour sa santé mentale, on en parle beaucoup, mais pour un trouble de l'usage aussi, la consommation, juste pour vouloir faire plus attention à sa consommation, donc faire du sport, avoir des activités créatives, être avec des personnes qu'on se sent bien, qui font en sorte qu'on n'est pas stressé,
de aussi observer notre milieu, comme tu nommais tantôt. Est-ce que ton milieu te stresse? Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir un trouble de l'usage ou une haute consommation quand ils sont dans un certain milieu. Tu les changes de milieu, puis ça change. Je veux juste spécifier là, que c'est pas tout le monde qui sent qu'il peut contrôler son milieu. Ouais. Puis en fait, là, souvent, j'ai l'impression que quand on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir sur notre milieu autour de nous, la consommation, ça va être une tentative de prise de pouvoir sur notre capacité à endurer ce milieu-là. Donc, tu sais, justement, là, je donne un exemple tout simple parce qu'on n'en a pas parlé, mais souvent on associe les personnes en situation d'itinérance à la consommation forte. Sauf que moi, j'ai déjà vu la phrase, puis elle m'avait vraiment secouée. Je suis comme, hey, toi, t'es en situation d'itinérance. Avec tous les risques que ça entraîne, avec toute la vision, tous les stigmates qui sont associés, mais mettons dans des conditions d'hiver ou quoi que ce soit, toi aussi, tu as envie de t'échapper de la réalité. Toi aussi. Puis, je ne dis pas ça pour qu'on fasse nécessairement l'association entre les deux, mais pour expliquer que le contexte spécifique à une situation d'itinérance, là, c'est un contexte qui c'est vraiment normal que tu cherches à consommer si tel est le cas. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça, là. Vraiment. Je trouve ça bien, Sandrine, que tu envoies ce point-là. Là. Parce que souvent, c'est ça, on va avoir beaucoup de stigmas autour de l'itinérance. Certaines personnes, mais là, on change un peu de sujet, mais moi, j'ai beaucoup entendu des préjugés de dire, moi, je ne vais pas leur donner de l'argent parce que de toute façon... Ouais, je sais. Pourtant, là aussi, c'est une phrase qui vient de moi, là, je l'ai entendue quand j'étais plus jeune, puis heureusement, j'ai entendu parce que ça a complètement forgé ma vision des choses, là. Mais c'est un employeur qui sait-tu où son argent va quand il donne à son employé? Non. Puis je dis pas que vous êtes l'employeur des personnes en situation d'itinérance, mais dans le sens que pourquoi c'est l'exception où là, on donne pas, tu sais? Parce que tu le sais pas, là. Tu assumes. Ouais, c'est ça. Puis comme on disait tantôt, il y a aussi le lien avec je cherche le mot, je vais le retrouver dans 3 secondes, avec un sevrage. Le sevrage, ça peut avoir aussi un impact. Fait que moi, c'est quelque chose que des fois j'essaie d'expliquer aux personnes. Et mon dernier petit conseil qui est quasiment quétaine, mais très pertinent. Ok, je suis curieuse. Être bienveillant envers soi et envers les autres. Ah, super important ça. Ouais, je pense que les personnes ils vont beaucoup faire sois bienveillant envers toi, oui, mais aussi envers les autres. Ou certaines vont dire sois bienveillant envers les autres, mais aussi envers toi. C'est ça, les deux en même temps doivent cohabiter. Oui, exactement. Puis une prise de conscience avec les questions que tu as posées tantôt, Sandrine, c'est un premier début. C'est ça. C'est un premier début. Puis, tu sais, tu parles de bienveillance envers les autres, surtout en termes de consommation, on est dur envers les gens qui consomment. Là. Il y a full de préjugés envers eux. Puis, vous savez quoi, ces préjugés-là, c'est ce qui fait en sorte qu'ils ne vont pas demander de l'aide. Qu'ils ne vous en parlent pas à vous, qui sont tout seuls à devoir combattre leur addiction. Donc, vous avez le droit de vous sentir dépassé, vous avez le droit de souffrir parce qu'il y a un de vos proches vit un trouble de consommation. Je le précise aussi d'ailleurs, dans les centres de réadaptation en dépendance, en tout cas dans le milieu où je travaille, on fait aussi des accompagnements aux proches si on a besoin d'aide. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être aidant parce que parfois en tant que proche, on ne sait plus où se mettre, on veut le bien, mais là on est tellement dans la situation. Aller chercher de l'aide aussi pour pouvoir mieux accompagner. Pour mieux accompagner, ou juste pour s'aider soi-même. C'est ça, je partais pour dire. C'est pas parce que ton enfant est rendu à genre 18 ans que ça fait moins souffrir si ton enfant il va mal ou il y a un problème de consommation. Donc oui, légalement parlant, l'enfant il peut faire ce qu'il veut, mais comme toi tu souffres comme parent, tu sais pas comment l'aider, viens nous voir. Puis ça, on va t'aider. Quel épisode! Oui, hein? Wow! Un épisode qu'on a genre écrit super rapidement, là. Oui. Donc, puis on aurait pu en parler pendant genre des heures et des heures parce que c'est un sujet qui est très vaste, mais tellement important. Oui, ben, je suis bien contente d'avoir abordé ce sujet-là avec toi, Sandrine, surtout d'avoir une personne que cette expertise-là. J'ai trouvé ça super pertinent. J'espère aussi que ça... Ben, j'en suis certaine que ça va pouvoir avoir accompagné les personnes ou ouvrir les yeux par rapport à la consommation. On a été aussi quand même dans l'éducation, donc je pense que ça fait toujours du bien.
Merci beaucoup, Laetitia, puis merci à ceux qui nous écoutent. On se retrouve prochainement pour un autre épisode. Dans 2 semaines.